torque par fou C5, classique. L'alternative, c'est cavalier F6, la défense des cavaliers, excellent aussi. C3, cavalier F6. D3 par Anand, donc assez moderne. Le fou, parfois, peut revenir là. Si le cavalier attaque, il peut passer par ici et revenir ici. L'important, c'est de ne pas laisser ce cavalier-là s'échanger contre le fou d'Italien. Mais c'est pas des 3, c'est des 4 le coup là-dessus. Ben, de façon moderne, D3 est joué plus souvent, mais D4 est également une alternative qui est jouée. D3, ça l'attaque pas, c'est D3. C'est vrai, mais éventuellement, il va jouer D4, mais Ouais, mais théoriquement, c'est ce qui est joué. Les grands maîtres jouent D3. Tu vas voir, si tu consultes les bases de données, D3 est joué souvent. Ouais, souvent. Non, attends. Donc, rock. D3, c'est la même idée qu'on avait Magnus Carlsen qu'on a l'espagnol. Ouais, c'est ça, c'est un peu le même pattern. Mais tu vas voir, D4 va venir. Donc, rock. Fou G5 par Anand. Donc, crée un clouage sur le cavalier. H6 par le maître international Levin. Donc, H6, fou H4 et fou E7. Donc, le maître international bouge la même pièce 2 fois dans l'ouverture, puis enlève le fou qui était bien placé là pour briser le clouage. Mais ça reste en quelque sorte une perte de temps, il bouge 2 fois la même pièce dans l'ouverture. Cela dit, c'est un coup solide, mais Anand en profite pour développer. On va voir qu'Anand va jouer rapidement, il va se développer un peu plus rapidement que son adversaire. D6. A4. Donc, si le cavalier vient un jour attaquer, on a fou A2, puis le fou est toujours braqué sur l'aile droite. On va voir que Anand va attaquer systématiquement la case F7 durant la partie. Il va masser ses pièces pour attaquer la case F7. A5. Fou G3. Cavalier D7. Stratégie un peu douteuse. Il enferme le fou, puis il déplace la pièce, une autre pièce, une deuxième fois dans l'ouverture. Anand en profite pour jouer un coup de développement fluide, il rock. Donc le développement des blancs est complété. À part les tours sont connectés. Donc le développement des pièces mineures est complété, puis les pièces lourdes sont connectées. Une stratégie importante dans l'ouverture de connecter les pièces lourdes. Fou F6. Et tour 1 par Anand. Donc on voit souvent ce coup-là qui permet d'activer la tour au centre subséquemment. Cavalier C5. Cavalier B3. Donc, le cavalier en C5 était fortement actif. Puis en plus, il s'est déplacé 1, 2, 3 fois. Les blancs l'échangent contre le cavalier qui s'est déplacé seulement 2 fois. Donc, c'est un gain de temps. Cavalier ici. Et Anand en profite pour placer une batterie de dames fou sur la case F7. Donc, exerce beaucoup de pression sur le pion à F7. A5, H5. Donc, qu'est-ce que menace H5 ici? Oh! Ah, ok, ça Oui, la colonne pour la tour. Ça menace d'enfermer le fou. Ça menace de jouer H4 et de frapper le fou tout simplement. Donc, Anand de jouer H3. Et G5 a été joué par le maître international Levin. Peut-être pas la meilleure stratégie en ayant un retard au développement de pousser tous ses pions à l'aile droite. Mais il joue contre Anand, donc c'est pas facile. Cavalier FD2. G4. Oui. Et Anand a tout simplement capturé. H prend G4. Gros serpent avec une fille. Et cavalier F1. Donc, il envisage de placer son cavalier ici, soit d'occuper cette case-là ou celle-là. Donc, une bonne manœuvre, typique dans l'italien, classique. Un petit peu comme dans la partie Kasparov. Kasparov avait aussi amené un cavalier en F5 précédemment dans l'autre partie. Cavalier E7. Encore une fois, il bouge la même pièce 2 fois. Oh my god. Le cavalier centralise. Fou G5. Un autre coup où il ne complète pas son développement. C'est douteux. Mais c'est des petits détails, mais à longue ça paraît. Là. Donc D4. C'est très douteux. C'est comme si cette année tu croyais que l'accumulation de petits avantages constamment dans la partie allait mener subséquemment à un avantage décisif. Donc, tu sais, j'aime bien dire, tu sais, si tu gagnes un petit point 1 par coup pendant 10 coups, bien, au bout de 10 coups, ça fait un pion d'avance. Donc,
Mais c'est des détails, là, des détails positionnels. C'est dur à évaluer aussi, ça prend l'expérience puis l'analyse pour essayer de comprendre comment faire des gains. Mais là, ici, en jouant des 4, le fou en G3 est activé au centre. Donc, ce fou-là fait un excellent travail d'exercer de la pression sur F7 en combinaison avec la dame. Et celui-là, maintenant, est ouvert. Donc, finalement, Denis, à ton plaisir, D4 est joué finalement. Là, mais c'est de la théorie des 3. Je pense que c'est une question de goût aussi. Donc, fou prend un 3. Les noirs donnent la paire de fous. F prend un 3. Anand double ses pions délibérément et tente de placer sa tour ici pour attaquer en F7. Donc, la dame et le fou pointent sur F7. Il y a beaucoup de pression. Le fou ici exerce la pression sur D5. Ok, les pions sont doublés, mais sont centraux. Ils contrôlent d'excellentes cases. Cavalier G6. Tour F1. Donc, Anand utilise la colonne F pour placer une attaque puissante sur F7 et poursuit par le doublement des tours sur la case F7, roi G7. Donc, il complète son développement. Maintenant, toutes les pièces blanches sont carrément développées, puis le pion ici est grandement vulnérable. Lévin ne trouve rien de mieux que de le pousser. Maintenant, la diagonale est couverte. Les blancs ont la paire de fous. Et ici, c'est pas un avantage extraordinaire, mais c'est un petit détail. Fou D3. Donc, il protège le pion E4. Donc, si les noirs capturent ici, il peut le capturer, puis le pion E4 est protégé. D6. Dame D1. Donc, la dame a fait son travail là, mais elle revient potentiellement pour attaquer G4. Si le fou se développe, ben, la dame peut capturer ici. Donc, fou D7. Tour F5. Tour F5 permet de bloquer la diagonale du fou. Si le fou capture, c'est un sacrifice de qualité, il peut prendre avec le pion. La dame va venir ici, puis il va avoir une énorme initiative sur le roi noir. Donc, le maître international a refusé le sacrifice. Il a joué tour F7. Fou C4. Attaque la tour. Fou E6. Prend. Dame prend. Donc, on remarque que le roi noir est quelque peu vulnérable. Donc, Anand en a profité pour gagner un pion. Et on remarque qu'il y a plusieurs clouages sur la position des noirs. La dame ici cloue le cavalier sur le roi. Le pion ici est cloué sur la tour en F7. Donc, tour H8. Et D prend un 5. Donc, la dame ne peut pas capturer à cause du fou. Le pion ne peut pas capturer à cause de la tour. Le cavalier est cloué sur le roi. Donc, il a pris avec le pion. Et Anand a joué fou prend un 5. Et tour H4, dame G3. Et ici, les noirs, paradoxalement, ont abandonné la partie. Mais j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que les blancs pourraient jouer ici pour décider de la partie? Si c'est encore joué. C'est quand même complexe, là, mais bon, les blancs ont clairement un pion de plus. Combien de pions? 2 pions de plus. 2 pions de plus. Une attaque sur le roi. F6. F6 est vulnérable. Tour prend F6. Tour G5. Oh, j'avoue. Tour F6 doit être fini. Tour G5. Tour G5, tour G5, ça a l'air excessivement fort. Mais peut-être qu'il y a le fou. Tour prend F6. Il y a le fou en prise. Ça doit pas être ça parce qu'il pense. Non, Il mais y a tour G5, il y a F prend E5. Non, mais tour prend F6. Tour prend F6. Il y a pas tour prend F6. Tour prend F6. Mais oui, finito. Ouais, tour prend F6, il est finito. Ouais, tous les coups, c'est finito en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Tous les coups, c'est finito tout court. Oui. Ouais, tour prend F6. Ouais. Voilà. F6. Jessica. Pendant un instant, j'ai oublié la solution. Oh. Ah, c'est le Ben, cavalier alors. J'avais même pas prévu montrer cette partie-là, mais quand on a parlé de l'italienne, je me suis dit pourquoi pas. Puis après, il y a le Ouais. cavalier en G6 qui va mourir. Ouais. Donc,
Si la tour capture, on peut recapturer, le roi est vulnérable, le fou est fort, on a du matériel de plus, des lignes ouvertes sur le roi. On peut revenir prendre la tour à H4 aussi. Ouais, ben c'est ça, tu sais, tour prend G6, suivi de dame prend H4, ça pourrait venir potentiellement. Ok, ben, c'est pas mal ça. Avez-vous des questions? On peut faire la petite période de questions puis jouer librement là, ou attendre 1 heure pour le tournoi de Blitz. Là. Applaudissements. Ben, merci. Merci pour votre présence. Merci, c'est vraiment gentil. J'ai une question générale. Tu sais, la dame, c'était comment formuler un plan. Mais est-ce que le plan n'est pas déjà prédéterminé par le choix d'ouverture? Ben oui puis non, mais c'est parce qu'en fait, chaque partie est unique. Fait qu'il faut être capable de trouver les solutions dans chaque partie puis de formuler le plan aussi, tu sais. Fait qu'il faut être capable d'évaluer les déséquilibres en présence. Tu sais, qui... Par exemple, Dorfman disait, c'est qui avantage l'échange de dames? Fait que là, souvent, c'est un avantage statique. L'échange de dames te favorise, tu sais. C'est une meilleure structure, tu as un avantage matériel, tu sais, tu échanges des dames. Mais si tu as un avantage de développement, ben là, tu veux attaquer. Fait que là c'est dynamique. Fait que là, tu veux jouer pour l'attaque. Là, c'est de reconnaître ça, puis de formuler le plan en conséquence avec les déséquilibres qui sont en présence dans la position. Peut-être le plan au début, tu dois l'adapter en fonction de ce qui est joué, puis tu le modifies au fur et à mesure. Ouais, c'est ça, il faut être flexible. Là, ça change. Puis évidemment, la grosse part là-dedans, c'est la calculation. Parce que si tu es capable d'anticiper ce qui va se produire, puis de vraiment bien évaluer les tactiques en présence, ben là, ton plan va être adéquat aux besoins de la position. Karpov disait j'ai pas de style. Il disait je joue pas en fonction d'un style, je joue la position. Mais c'est sûr qu'il y avait un style positionnel, on le sait tous. Mais en même temps, s'il y avait une solution tactique, il n'allait pas se restreindre à jouer positionnel, il allait attaquer. Ok, merci. Ouais, ça peut aider. D'autres questions? Profitez-en. On va-tu en faire d'autres? Ouais, voulez-vous avoir d'autres fermes de Ben, si formation? vous aimez ça, moi t'en En voulez-vous d'autres? S'il vous plaît, je peux remarquer que la majorité d'ici, lo que manque est la vision de l'étable. C'est ça que je La quoi? La vision de l'étable. Il dit la vision du tableau. Ouais, je cache un peu les chiffres durant la conférence, Non. c'est ça. J'ai pas trouvé. Ou tu veux dire la vision de l'échiquier dans le sens Oui, où, oui, dans le sens de voir les tactiques, puis... Parce que c'est ça qui manque la majorité. Ouais. Mais ça, c'est comme dire la majorité ici n'est pas capable de faire 100 push-ups. Non, non. Kasparov à son pic était capable de faire 100 push-ups. Si t'as pas la force, t'as pas la force. Je veux dire, Mané, c'est ça, là, tu sais, je veux dire. Ça fait un peu partie de la game, là, ça s'entraîne. Pour améliorer ça, est-ce que Ben, il y aurait... c'est comme aller au gym, c'est comme aller au gym. Faut que tu pratiques, tu t'entraînes la vision Faire des tactique, puzzles, des des choses puzzles, tu lis des livres, tu regardes des idées, tu analyses des parties de grand maître, tu analyses tes parties, jouer des parties de tournoi lentes, puis analyser ces parties, ça peut être une très bonne approche. Moi, en tout cas, c'est principalement ce que je faisais pour devenir expert. Je jouais pratiquement pas de blitz. J'analysais des parties que je jouais en cadence lente. On a des tournois de lente le samedi matin à 9h30, toi. Tu penses d'une coïncidence? C'est pour un jeu de soir, fait que c'est le bonheur pour moi, là. Okay. C'est intéressant. Mais là, je joue beaucoup de tournois de fin de semaine de la Fédération québécoise des échecs là, de ce temps-là. Mais oui, mais les tournois de langue du club, c'est un excellent vecteur pour pouvoir pratiquer. s'améliorer. S'améliorer. Voir l'ensemble du jeu. Oui, c'est ça, parce que tu sais, le fait de prendre du temps, tu vas apprendre à développer l'habileté à concevoir un plan. Tu sais, à force de jouer des parties longues, ben là, tu renforces ta capacité d'analyse. Tu sais, puis aussi, c'est, mettons, tu connais les finales. Tu sais, si tu as étudié les finales, tu sais quelle finale aller pour gagner. Tu te dis, OK, champion, passer à l'extérieur, ça va gagner à cause, tu sais. Fait que là, quand tu connais tes finales, tu sais où aller pour conclure la partie de façon décisive. Moi, j'ai remarqué qu'après avoir joué des longues, que je faisais jamais, ma cote semi-rapide, elle a monté. Ouais. Parce que, à un moment donné, j'étais rendu que dans ma lente, je savais plus à quoi penser. Alors qu'il y a pourtant
une infinité de choses à Ben, penser, mais je non, ne mais savais plus. En même temps, c'est ça qui est difficile. Il y a une infinité de possibilités. Fait que tu peux te perdre là-dedans. Là, c'est très difficile. Là. Non, mais je ne savais plus à quoi penser à un moment donné. Ouais. Sauf que le fait de repenser à tous les concepts que je connaissais pendant les parties lentes, ça faisait que j'étais capable d'y penser plus rapidement après dans une semi-rapide. Oui, parce que tu incorpores des patterns dans ta tête. Tu sais, puis dans les parties lentes, tu reviens que quand tu joues une ouverture que tu as joué en lente, puis tu as réfléchi 1 heure sur la partie, ben, tu comprends beaucoup mieux la position que si tu l'avais pas joué avant. C'est une bonne question. Ouais. Moi, c'est plus, mettons, ça peut peut-être paraître niaiseux, mais c'est le processus de décision de rocker grand rock ou petit rock. Genre, je sais pas ce qui se passe, mettons, dans votre tête. C'est la position des pièces, c'est les. C'est quoi qui vous amène à faire C'est sûr que, tu sais, rocker les dames, c'est un petit peu plus risqué. Mais en même temps, tu sais, rocker le côté opposé, ça peut être intéressant pour attaquer. Tu sais, c'est difficile à dire, mais c'est du cas par cas. C'est sûr que la méthode classique, un bon petit rock à l'aile droite, est souvent très solide à l'aile droite. C'est sûr que, tu sais, quand tu rock à l'aile dame, ton roi est là, fait que des fois, il est un peu sensible sur la diagonale ici. Fait qu'on sait jamais si on va pas se prendre la petite fourchette. quand même. Ça m'est arrivé dans une partie de Blitz la semaine dernière. Mon adversaire avait une dame ici. Puis j'avais un fou là. C'est un motif tactique. Mon adversaire avait rocké à l'aile dame. Il avait échangé son fou de case noire contre un cavalier en F6 précédemment. Puis, juste pour illustrer le motif, c'était pas la position exacte, mais c'était dans l'ouverture. Puis, j'avais joué le clouage ici. Donc, c'est un motif qui peut se retrouver parfois. Là, quand le roi est à l'aile dame, il peut y avoir des fourchettes possibles. Là, on se connaît un clouage. Clouage de la dame sur le roi. Là, donc, ouais. Daniel? Quelqu'un, disons, qui n'a pas un grand niveau, là, qui veut progresser, puis qui a 1 heure par jour d'études à faire, Ouais. c'est quoi le meilleur conseil? Est-ce qu'il devrait étudier les finales, les ouvertures, le plan? Ben, c'est sûr que si tu n'as pas d'expérience dans les finales c'est excellent. Je trouve que regarder des parties de Capablanca en finale, c'est intéressant. Là. Karpov aussi. Mais ça dépend. Ça dépend quel style tu veux jouer aussi. Il faut faire ce qu'on aime aussi. Là. On est des humains. Fait, si t'aimes attaquer, ben, regarde Tal, regarde Kasparov. Mais c'est sûr que la technique en finale, c'est important aussi. Mais je te dirais, tu as 1 heure. Moi, je te dirais, lis un livre 30 minutes, puis fais 30 minutes de tactique. L'autre journée, fais 2 parties rapides, mettons en cadence 15 minutes, 10 secondes sur Internet, avec une brève analyse. Moi, je trouve que c'est important de bien connaître ces finales. Ah ouais. Parce que c'est ça. C'est à partir de là que tu vas pouvoir concevoir un plan qui va t'amener là. Oui, absolument. Ouais, c'est sûr, parce que si tu sais pas où aller, tu peux pas formuler de plan. Si tu sais pas qu'est-ce qui gagne, tu peux pas trouver la solution. Donc, ouais, c'est un peu ça. OK, merci tout le monde. Merci à tous. Je pense qu'il fallait que je paye mon inscription. Ah, ça, c'est bien.